Bonsoir Bonsoir. et bienvenue à ce Et si on racontait ce soir l'opéra russe, ou plus exactement, Christophe Gristi, votre opéra russe. Vous êtes directeur artistique du Théâtre du Capitole et vous êtes un fou à la fois de la Russie, de son opéra, de ses poètes et de ses poétesses. Et c'est ce sur quoi j'avais envie de vous interroger ce soir. Et pour commencer, quand on a commencé à imaginer cette rencontre, vous nous avez suggéré des extraits musicaux. Et je vous propose qu'on commence tout de suite en musique par un premier extrait dont je suppose vous aurez beaucoup à dire après. Avec plaisir. Christophe Gristi, pourquoi cet air? Pourquoi cette romance? Racontez-nous. Alors c'est la romance de Pauline dans La Dame de Pique de Tchaïkovski qui est interprétée ici. Alors je vais prononcer les noms russes à ma manière. Oui. Hélas, je ne parle pas cette langue extraordinaire, donc je prononce les noms comme je pense devoir les prononcer. Donc interprétée ici par Nadejda Obukhova, immense chanteuse, immense carrière, qui a commencé avant la Révolution russe, mais qui après s'est pleinement épanouie sous l'ère soviétique. C'était une chanteuse que Staline adorait, une chanteuse extrêmement populaire, artiste du peuple, qui chante évidemment au Bolchoï et aussi à Saint-Pétersbourg, et qui a fait énormément de disques. Et de disques, pas seulement d'opéra, mais aussi de chansons populaires, de chansons folkloriques, que les gens s'arrachaient. C'était une immense... Et c'est une voix que j'adore, qui porte en elle tout son pays et toute cette culture, avec ce pathos immédiat, la splendeur du timbre, la profondeur du timbre. Et dans cette romance, on entend en effet cette profondeur poétique, tragique, qui est toute la musique de Tchaïkovski. Alors, vous savez, donc au début de La Dame de Pique, Pauline justement chante alternativement deux airs. D'abord, il y a cette romance, puis après une danse extrêmement joyeuse. Et on passe de l'un à l'autre de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale. Et puis donc voilà, tout est là, dans cette mélancolie qui se transforme en exubérance en quelques notes. Il y a la mélancolie, il y a l'exubérance, il y a Tchaïkovski, puis il y a Pouchkine aussi. Oui, bien sûr. Et quand on a commencé à se parler, tout de suite, vous m'avez dit,
Moi, dans les textes qui m'ont permis de découvrir la Russie, que j'aimerais convoquer, il y a mon Pouchkine, Oui, le vôtre, et puis celui aussi d'une poétesse fulgurante, tragique, qui est Marina Tsvetaeva. Alors du coup, je l'ai amené, ce Pouchkine, le vôtre et le sien. Et j'ai amené le moment où elle parle, elle raconte en fait pourquoi est-ce qu'elle a découvert Pouchkine. Et c'est un texte très beau où elle réfléchit à ce en quoi Pouchkine incarne ce qu'aujourd'hui en France on appelle communément l'âme russe. Et elle parle de l'amour et elle explique dans ce texte que il y a Onéguine et Eugène Onéguine. On était donc les deux grands opéras, donc la Dame de Pique d'un côté, Eugène Onéguine de l'autre. Et dans Eugène Onéguine, la jeune Tatiana, elle est amoureuse de Onéguine. Et d'ailleurs, Onéguine, on aurait dû l'entendre à Toulouse cette année. On l'entendra peut-être à Toulouse, on l'entendra bientôt. Sûrement, bien sûr. Et Tatiana, elle aime passionnément Onéguine et Marina Tsvetaeva nous dit, raconte à sa mère à 6 ans qu'elle est complètement tombée en fascination devant ce texte. Et sa mère la gronde, elle lui dit, comme une idiote à 6 ans, sa mère pense qu'elle était tombée amoureuse d'Onéguine. Et voici ce qu'écrit Marina Tsvetaeva. Ma mère se trompait. Ce n'était pas d'Onéguine que j'étais tombée amoureuse, mais d'Onéguine et Tatiana. Et peut-être de Tatiana un peu plus, de l'amour. Et par la suite, je ne sus rien écrire sans être éprise des deux en même temps, d'elle un peu plus, non pas des personnes, mais de leur amour, de l'amour. C'est magnifique cette manière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette manière de dire qu'on ne tombe pas amoureux d'une personne, mais que c'est une relation. Oui, et puis justement de l'impossibilité d'une relation. Oui. Et Tsvetaeva dit que cet amour impossible, mais non pas dans le sens, comment dire, c'est pas impossible à cause des convenances, c'est impossible parce que l'amour ne touche les personnes jamais au même moment et au bon moment. C'est-à-dire que Tatiana aime Onéguine quand Onéguine ne l'aime pas, et Onéguine aime Tatiana quand Tatiana ne veut plus l'aimer. Et cette impossibilité donc de l'amour, c'est ce qui, et Tsvetaeva dit que c'est ça qui l'a façonné toute sa vie, et que l'amour n'existe que lorsqu'il est impossible et un mot un peu trop facile, que lorsqu'il est monstrueux en quelque sorte, qu'il sort du commerce habituel de deux êtres. Ce que j'aime aussi dans ce texte de cette immense poétesse qui est Tsvetaeva sur Pouchkine, c'est justement comment un immense poète rend hommage à un autre poète. Et la relation de la Russie et de chaque Russe à ses poètes. Et ça, c'est une chose qui m'a fasciné justement quand j'ai commencé à explorer ce monde-là à l'adolescence. Pour moi, tout ça était très important, la musique, la poésie, la peinture, tout ça était vital. Et dans la culture russe, j'ai retrouvé cette notion-là, ces choses-là sont essentielles, au sens extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans. Et moi, adolescent, je ressentais ça. Et si je peux vous raconter une anecdote, il m'est arrivé une chose incroyable un jour qui pour moi symbolisait justement toute cette culture. J'étais à Saint-Pétersbourg et on m'a amené, donc c'était à une époque où je préparais le livret d'Armatova, un opéra que j'ai fait avec Bruno Mantovani, qui a été créé en 2011 je crois. Et on m'avait amené voir la tombe d'Armatova à Komarovo, qui est une petite station balnéaire à la frontière de la Finlande, donc c'est à 50 km de Pétersbourg. Et il y a là, dans une grande forêt de bouleaux, des dachas qui datent de la fin du 19e ou du début du 20e. Et dans une de ces dachas, Armatova a passé beaucoup de temps à la fin de sa vie. Et donc on a vu la datcha et puis on est allé voir sa tombe. Et évidemment, vous imaginez que tout ça, il n'y avait absolument personne. C'est pas des lieux touristiques du tout. Et on arrive au cimetière et devant la tombe d'Armatova, je vous assure que c'est vrai, il y avait une toute jeune fille, 16, 17 ans, je ne sais pas. Une toute jeune fille dans ce cimetière absolument vide, avec un sac à dos. Et elle était devant la tombe d'Armatova et elle pleurait, toute seule. J'ai trouvé ça, mais c'est
ce pays, voilà, si je pouvais donner un symbole de ce pays, c'est à quel point pour eux, tout ça est vital et le souffle de la vie. C'est la poésie, c'est la beauté. Et voilà, donc ce texte, en effet, où Tsvetaeva dit que son amour, enfin sa façon d'aimer de toute sa vie a été construit par un texte, c'est tout à fait, enfin, pour moi, caractéristique de ce monde. C'est caractéristique, c'est aussi bouleversant. Oui. Et ça nous amène à presque à quêter en nous-mêmes ce qu'il y a d'inextinguible, d'incommensurable presque, ce qui nous fait échapper à la vie. Tout à fait. Et en pensant à cet entretien aujourd'hui, je me disais comment on construit sa sensibilité, enfin comment moi j'ai pu construire la mienne quand j'avais 15 ans, ou je ne sais pas. Et vous avez devant vous, et quand vous n'êtes pas du tout du sérail et que vous découvrez les choses. Et je me suis dit qu'il y avait eu plusieurs terres qui avaient été évidemment plusieurs cultures qui avaient été très importantes pour moi. Et je me suis dit qu'il y avait il y en avait 4 principales, sans doute pour moi, et qui bizarrement recouvraient les 4 éléments. La culture allemande, la terre, la culture française évidemment, l'air, à cause de l'abstraction et de l'impalpable, l'Italie et l'eau, et le feu, la Russie. Et pour moi, quand j'ai découvert la littérature russe, la musique russe, la peinture russe, tout ça, j'ai découvert le feu, en fait. Et il y a une magnifique, d'ailleurs, anthologie des journaux de Tsvetaeva qui s'appelle « Vivre dans le feu ». Il y a évidemment une œuvre extraordinaire de Scriabine qui s'appelle « Le poème du feu ». Et il y a Tarkovsky. Le sacrifice, qui pour moi, sacrifice a été mon entrée. Je l'ai vu quasiment par hasard, parce que je suis cannois, et je l'ai vu au Festival de Cannes lors de sa projection officielle, donc lors de sa sortie. Et je me souviens, pour moi, ça a été un choc absolu. Ça a été mon entrée j'avais 17 ans, je crois. Ça a été mon entrée dans le cinéma russe. C'était avec le sacrifice de Tarkovsky. C'est pas mal comme entrée. C'est pas mal, et surtout quand c'est par hasard. Et ça a été. Donc voilà, ça représentait le feu dans ma construction. Et c'est vrai que la culture française que j'adore, elle est sensuelle, mais elle est malgré tout quelque part corsetée. Et justement, les grands créateurs russes ont su faire exploser ce corset et dévider devant nous cette lave incroyable de l'amour, du sentiment, de l'existence. Et maintenant que vous êtes en situation de programmer aussi, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour vous quand vous programmez un opéra comme Onegin ou comme ça aurait pu être La Dame de Pique, mais même la Kovanchina de Moussorgsky qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui se retrouvent face à l'opéra russe comme face à un inconnu? Pour vous, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur dire mais allez-y, précipitez-vous? C'est que ce sont des opéras. Si on pense à Onegin, par exemple, parce qu'ils sont très différents, les 3 que vous avez cités. Si on pense à Onegin, je pense on peut dire vraiment que c'est un opéra qui est incroyablement proche de notre sensibilité. Et d'ailleurs, moi, si je me souviens bien, je suis entré dans Onegin quand j'étais adolescent par la lettre. La lettre de Tatiana, qui est une scène incroyable, une scène d'1 quart d'heure, où Tatiana est seule et elle écrit à Onegin. Et comment elle se confie, comment elle déverse son amour, sa sensibilité de manière tellement simple et tellement directe, avec une simplification incroyable. Et tellement courageuse. Courageuse. Et quand vous regardez à la même époque l'opéra allemand, l'opéra français, vous ne retrouvez jamais, vous retrouvez autre chose, mais vous ne retrouvez jamais cette sincérité absolue du sentiment. Et cette façon de dire directement les choses. Il n'y a pas de convenance dans Onegin. Si vous pensez à Werther, qui est sans doute l'opéra le plus proche d'Onegin en France, on croule sous les convenances. Il n'y a aucune convenance dans Onegin. Il n'y a que le sentiment et l'impossibilité du sentiment qui est le sentiment lui-même. C'est vraiment un monde très particulier. Dans La Dame de Pique, c'est pour moi un des opéras les plus enivrants du répertoire, par la folie. On parle de feu, la folie n'est jamais loin du feu. Et il y a ce bascule incroyable dans La Dame de Pique, au milieu de l'ouvrage, dans la folie.
Et la dernière heure de la Dame de Pique, je connais quasiment rien de plus beau et de plus incroyable par la dimension que ça prend, avec évidemment l'intrusion du fantastique. Et ensuite, Moussorgsky, aussi bien Rovanchina, qui a été aussi pour moi un grand choc par hasard. Là aussi, mais c'était les moments pour moi de boulimie quand j'avais 18-19 ans. J'ai vu Rovanchina à l'Opéra de Vienne, dirigé par Rabado. C'était une production célèbre avec Gyorov, etc. Bon, voilà, ça m'a marqué évidemment beaucoup. Et avec Boris et Rovanchina, je dirais que ce qui est fascinant, là, c'est le voyage. C'est qu'on nous emmène dans un monde très loin de nous et fascinant, barbare, incroyable, démesuré. Donc c'est vrai que l'opéra russe dans toutes ses... Moi, j'adore aussi les opéras de Rimsky-Korsakov pour encore une autre raison. Mais c'est un univers en soi qui est d'une richesse incroyable et qui nous parle, je crois, vraiment de manière extrêmement directe. Je suis absolument d'accord avec vous et je vous propose maintenant qu'on écoute un deuxième extrait de ce panthéon sonore dans la Russie que vous nous livrez en fait aujourd'hui. Il s'agit de l'ère de Werther, de Massenet. Donc,
pourtant, ce n'était pas chanté en français. C'était pas chanté en français, Ouais. évidemment, puisque en Russie, comme partout ailleurs, on chantait évidemment l'opéra. Ça doit être un enregistrement des années 40, dans la langue du pays où on le chantait. Et justement, c'est à peine reconnaissable, la musique de Massenet ici. Aucun chanteur français du XXe siècle n'aurait osé le chanter avec une telle lenteur, bon, avec cet art vocal absolument qui semble venir d'un autre monde, et avec ces pianissimi incroyables, à la fois le côté tragique et héroïque en même temps. Quand on entend Pourquoi me réveiller dans Werther, souvent on se dit qu'est-ce que fait cet air. C'est un moment très dramatique de l'ouvrage, et qu'est-ce que vient faire cet air quasiment de bravoure là-dedans. Et là, en fait, on comprend que, enfin, lui, il a compris ce qu'aucun ténor français, même Jean Getil, n'a compris. C'est que c'est pas du tout un air de bravoure. C'est que c'est tout d'un coup un air purement tragique. Et on comprend que la personne qui va au bout du son de manière suicidaire, parce qu'il prend des risques absolument incroyables sur le souffle, que cette personne va en effet se suicider une demi-heure plus tard dans l'ouvrage, qu'il est déjà hors du monde. Ça, les interprètes russes, pour moi, ça a joué évidemment une importance aussi incroyable. L'opéra russe, c'est aussi le chant russe. C'est aussi le chant. Alors, racontez-nous, c'est quoi pour vous le chant russe, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire c'est d'aller au bout. C'est l'intensité, c'est le feu, là aussi, c'est d'aller au bout. Sans doute les premières, si on parle de chant, les premiers artistes que j'ai rencontrés quand j'étais, par le disque évidemment, c'était Galina Wisniewskaja, Tatiana pour l'éternité, qui justement met un feu dans Onegin qui est incroyable. C'était Kozlovski et son grand rival Liemeshev, les deux grands ténors russes justement des années 40. 50. C'était bon, voilà, je vous ai parlé de Gurov tout à l'heure. Il est pas russe, il est bulgare, mais il chantait ce répertoire. Et puis il y avait chez EMI cette extraordinaire anthologie de la mélodie russe par Boris Christophe, qui a pour moi été extrêmement importante. Et tous ces interprètes ont en commun justement on parlait de convenance tout à l'heure, là aussi le manque absolu de convenance et l'abandon de soi au sentiment de la musique. Quelqu'un qui a été extrêmement important aussi dans cette période-là de ma vie, ça a été Richter. C'était Sviatoslav Richter. Ça a été chez moi une folie. Vous savez que Richter jouait beaucoup en France, donc là on parle d'il y a 30 ans, un peu plus, 35 ans. Oui, 30 ans. Il ne faut pas que je me non plus je fixe trop. Et Richter jouait beaucoup en France, souvent dans des endroits improbables. Ouais. Et hors des circuits, quoi. Complètement hors circuit. Et voilà, moi, je l'ai beaucoup suivi. J'allais d'une abbaye à l'autre entendre D'une grange Richter. à l'autre. D'une grange à l'autre, absolument. Ouais. Pour entendre Richter. Et ça a été pour moi vraiment, j'ai eu quelques années où j'ai pas arrêté de le. Je séchais beaucoup de cours. C'était le moment où j'étais étudiant. J'avais quelques indicateurs de où jouer Richter et je partais tout le temps. Je prenais des trains, etc. pour aller entendre Richter. Et ça vraiment, je veux dire, joué un rôle très... la figure de Richter a été vraiment très importante pour moi. Et après, j'ai découvert, parce qu'évidemment, très vite, je suis allé en Russie. J'ai voulu voyager. J'ai voulu aller voir ce pays qui était... il faut se remettre il y a 35 ans. C'était un pays très fermé, très mystérieux. On parlait de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, et ce n'était pas le cas. C'était des pays qu'on pouvait appréhender. La Russie, c'était beaucoup plus difficile et donc beaucoup plus fascinant. Donc j'ai beaucoup voyagé parce que ça me fascinait complètement. Et quand je suis allé en Russie, donc, là évidemment, je ne sais pas si c'est là que j'ai découvert Sofronitsky, qui était aussi un autre grand pianiste. Et justement, Sofronitsky, lui, sans doute encore plus que Richter, c'est le pianiste de la démesure. Et le pianiste il y a à la fois, donc évidemment, une virtuosité et le contrôle incroyable, mais en même temps une folie du jeu, un excès du jeu. Et c'est vrai que moi, tout ça m'a beaucoup appris. Vous parliez aussi de programmation, etc., sur ces questions-là. La culture française ne nous porte que rarement à l'excès.
Mais il n'y a rien de tempéré, en fait, en Russie. D'ailleurs, et c'est ce qu'ils m'ont donné. Donc c'est un cadeau inestimable que peut nous faire la culture russe, c'est celle de la démesure. Et parce que nous ne l'avons pas, nous, dans notre culture. Et pourtant, je pense que quelque chose d'essentiel et vraiment de vital est là, dans la démesure, et non pas dans la mesure. Dans la tempérance. Oui. Alors, justement, dans cette idée de l'intempéré, prenons un troisième éclat sonore et écoutons une troisième voix de l'intempérance et de la démesure. Бананово-лимонном Сингапуре, ой, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной ладуи дальний караван. Бананово-лимонном Сингапуре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно к стене нахмури, тоскуете одна. Там, дай-ди-да, там, дай-да. И нежно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки и меня. Вы плачете, и это, что наша песня света, а сердце не согрето без любви огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете, и это, что песня не допета, что это где-то унеслось в мечту. Там, дай-ди-да-да, там, дай-да. В опаловом и лунном Сингапуре, когда под ветром ломится банан, вы греете всю ночь на тонкой шкуре под вопли обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре запятками и кольцами звенят магнолия тропической лазури. Вы любите меня. Там, дай-да-да, Alors ça, c'est une figure que j'adore, Alexander Vertinsky, qui est un des plus célèbres chanteurs russes du XXe siècle. C'est un chanteur de cabaret. Et là, ça nous amène à cette question qui, pour moi, est vraiment consubstantielle de ce monde. C'est celui de l'exil. Puisque, il y a évidemment énormément d'artistes russes qui se sont exilés. Et la vie de Vertinsky, ça a été une vie d'excès, justement, grâce à l'exil et à cause de l'exil, comme toujours. Puisqu'il était déraciné, il était très malheureux d'être déraciné. C'était l'alcool, donc c'était un chanteur de cabaret, donc un oiseau de nuit, qu'on voit d'ailleurs souvent. Il y a des photos de lui des années 30, etc., où il est en Pierrot, et c'est un Pierrot triste. Et donc c'est la cocaïne, l'alcool. Il a vécu évidemment longtemps à Paris, avec la communauté, puisqu'il y avait une communauté russe importante. Tsvetaeva aussi a passé plus de 15 ans à Paris. Et Tsvetaeva et Vertinsky sont un jour retournés dans la Russie soviétique qu'ils avaient fui ou quitté. Enfin, pas pour le meilleur. Pas pour le meilleur, mais ils y sont retournés. Et Tsvetaeva s'est suicidée dans des circonstances terribles.
Et en effet, Vertinski était très amer de son retour parce il était un dieu. Et puis quand il est rentré, voilà, la mode était passée. On n'écoutait plus des chansons de cabaret. Mais ils sont allés au bout de leur tragédie eux aussi. Et ils l'ont accueilli avec ivresse, cette tragédie de la vie. Donc là aussi, et puis Vertinski est un personnage vraiment merveilleux. C'est un ami de Marlène Dietrich. Enfin voilà, donc tout ce monde-là de l'entre-deux-guerres, et puis là aussi cette voix tellement émouvante. Il a mis Armatova en musique. Armatova, justement, enfin, évidemment, dans l'esprit, je crois, de beaucoup de lecteurs français, les figures d'Armatova et de Tsvetaeva sont liées et sont complémentaires. Ces deux immenses poétesses, sans doute les deux plus grands poètes de la Russie du XXe siècle, qui se sont aimés toutes les deux, qui se sont estimées toutes les deux énormément et qui ont eu des destins extrêmement différents. Une choisissant de partir jusqu'à se brûler et l'autre choisissant de rester jusqu'à s'oublier. Et on ne sait pas quelle existence est la plus tragique des deux. C'est pas forcément un concours, mais la question se pose. La question se pose. Mais Armatova, c'est aussi quelqu'un à qui, enfin, c'est pas quelqu'un, c'est une écriture à qui vous avez vous-même consacré un projet d'écriture. Oui. Puisque vous êtes dramaturge, vous êtes désormais directeur du Théâtre du Capitole, et puis vous avez vraiment écrit autour de la figure d'Armatova. Pourquoi vous en emparez? Quel était le besoin à cet endroit-là, la nécessité, pour reprendre un terme russe? En fait, c'est donc quand j'ai rencontré Bruno Mantovani autour d'une création. Au début, c'était donc un fantastique compositeur qui a beaucoup évidemment dirigé l'orchestre à Toulouse, qui est beaucoup venu ici. Et donc Nicolas Joël, pour l'Opéra de Paris, voulu commander un opéra à Bruno Mantovani. Et donc j'étais le dramaturge de Nicolas Joël et de l'Opéra de Paris, donc on nous avait mis en relation. Je ne le connaissais pas du tout à cette époque-là. Et il cherchait donc un sujet. Et il m'a dit deux mots, il m'a dit la guerre et une femme. J'ai répondu Armatova. Voilà. Oui, jusqu'ici ça faisait sens. Voilà, donc ça a été très simple. Et quand je lui ai raconté l'histoire d'Armatova, il a tout de suite dit oui. Oui, c'est extraordinaire. Puisque l'histoire d'Armatova, c'est un destin vraiment tragique, mais tellement, comment dire, là aussi caractéristique de l'histoire de l'épopée russe du XXe siècle. Figure extrêmement populaire de la poésie, adorée et célébrissime comme une icône de cinéma. Enfin, on retombe là en effet sur ce rapport des Russes à leurs poètes, qui est incroyable, que nous connaissons pas du tout en France. Donc c'était une star par la poésie. Et puis donc Staline, elle fait le début de sa carrière au moment de la Révolution et juste après la Révolution. Et Staline arrive au pouvoir et Staline va la prendre comme un de ses ennemis, un de ses ennemis intimes, comme il a fait avec beaucoup d'autres poètes. Et il a une façon, elle, faire, en allemand on dit vernichten, enfin de la détruire, qui n'était pas directe. Il ne l'a pas envoyé en exil, mais il a envoyé son fils. Il a fait emprisonner son fils, libérer son fils, réemprisonner son fils. Et c'est par le fils qu'il a réussi à la détruire et à la tenir, en quelque sorte. Évidemment, elle est interdite de publication. Donc il y a cette extraordinaire légende de la façon dont le cercle d'Armatova retenait ses poésies, puisque tout ça, il ne devait pas y avoir de traces écrites. Et tous les poèmes étaient seulement dans la mémoire du cercle du poète. Et il y avait donc des grandes séances où on se les récitait, non pas pour se les faire entendre, mais pour faire travailler sa mémoire, pour qu'il reste dans la mémoire de quelques-uns. C'est quand même extraordinaire. Ce sont des conditions extrêmes de création. Oui. Là, on touche à l'extrême de la création. L'extrême. Et on parle des années 1950, on ne parle pas de temps mythologique, c'est très proche de nous. Donc la poésie ne survivait que par un exercice oral, si vous voulez. Donc voilà, oui, et en effet, donc nous avons fait cet opéra que j'aime beaucoup, auquel je tiens beaucoup. Je crois que Bruno aussi, c'était je peux le dire, enfin, et beaucoup de spectateurs russes qui l'ont vu ont dit qu'on avait trouvé quelque chose, que ça ressemblait
à l'image qu'ils avaient de la chose. Donc ça m'a beaucoup touché quand et l'opéra était centré sur cette relation entre la mère et le fils. Et puis c'est aussi, ça rejoint aussi cette tradition, une tradition tragique. Hein. Enfin, heureusement, c'est pas le devenir qui a été le vôtre pour cette Armatova, mais avec derrière, on pense à l'opéra Lady Macbeth de Shostakovich, où il est aussi question d'une femme, il est aussi question de tragédie, puis il est aussi question d'un seul coup composer dans des conditions extrêmes, quand Staline, pareil, décide de faire de Shostakovich son ennemi intime en 1936. Absolument. Et derrière, il y a cet horizon-là de composer dans des conditions extrêmes, mais malgré tout composer, ou malgré tout écrire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est bouleversant. Ah ça, c'est incroyable. Et qui, dans le cas de Lady Macbeth, il y a une chose qui évidemment... on parlait qui prend la suite en quelque sorte d'Onegin. Alors, Onegin, je vous parlais de cette sincérité du sentiment. Et c'est vrai que je crois pour une des premières fois, sans doute, avec Lady Macbeth de Bzensk, il y a la sexualité qui rentre sur le plateau. Le désir. Le désir dans sa forme la plus crue, la plus... Et c'est quand même très nouveau et très... Et il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui ont exploré cette voie-là de manière aussi frontale. Il y a le désir et puis il y a aussi l'empathie. Ça se termine quand même dans un bagne, montrer des prisonniers qui souffrent en 1936. Là, pour le coup, c'était jouer avec le feu, sans mauvais jeu de mots. Et il l'a bien payé. Oui. Alors, pour terminer cet entretien, c'est par la voix d'Armatova. Ah, très bien. Peut-être qu'on pourrait écouter la poétesse elle-même pour un dernier extrait. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты ль Данту диктовала страницы ада? Отвечает я. Il faut lire Armatova, il faut lire Tsvetaeva. Il faut lire Armatova, il faut lire Tsvetaeva. Deux monuments incroyables de la littérature du XXe siècle. Et magnifiquement traduit en plus, parce que la traduction est toujours un peu... peut s'avérer décevante, mais ce n'est pas le cas du côté des poétesses russes, et ça, c'est une... Et si on a peur de la poésie, il faut se débarrasser de cette peur, mais si on a peur de la poésie, il y a deux façons d'entrer chez l'une et chez l'autre. Chez Armatova, ce sont les cahiers de conversation avec Lydia Tchoukovskaya, qui est un des plus grands livres du XXe siècle, où Tchoukovskaya, qui était elle-même écrivain, a recueilli les propos et a suivi la vie quotidienne d'Armatova, qui est un document simplement incroyable. Et après, donc, il y a les journaux de Tsvetaeva. Il y a une très bonne anthologie, je vous en parlais, qui s'appelle Vivre dans le feu, qui dit tout. Et on peut entrer dans ces univers-là, je pense, très facilement par ces deux livres. Et puis, j'en rajouterai un troisième, parce que c'est là aussi une figure féminine. Les mémoires de Galina Vishnevskaya, donc épouse de Rostropovitch, immense chanteuse, et qui sont pour moi, avec les mémoires d'Arthur Rubinstein, les deux plus extraordinaires livres de mémoire d'artistes qui ont été écrits. Et le récit de Vishnevskaya, de son enfance, c'est de la très grande littérature. Donc voilà, trois livres de femmes pour rentrer dans cet univers. Eh bien, merci infiniment, Christophe Gristi, de nous avoir fait partager ce panthéon lyrique, intime, sensible, et surtout ce panthéon incroyablement musical de cette Russie qu'on espère entendre vite sur scène et dans les salles quand même. Oh oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.